Bienvenue sur Ici l'entretien pour ce nouvel épisode avec l'actuel député et ancien ministre Marwan Ahmedi. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Nous venons de commémorer ou célébrer le 82e anniversaire de l'indépendance. Mais pourtant, quand on regarde la situation, on regarde le pays, la situation sécuritaire, est-ce que c'est vraiment une indépendance? Comment vous voyez aujourd'hui comment vous lisez ce qui se passe dans le pays depuis cette dernière année ou ces 2 dernières années? Écoutez, un survol rapide de l'indépendance libanaise montre qu'elle est allée en régressant parce qu'elle était prometteuse, belle en 1943, en 1946 avec le retrait des forces françaises. Elle était devenue Fouad Chab, Paradan, etc. C'était superbe avec Bchar el-Khouri, Riyad Salah et toute l'équipe de l'indépendance. Et puis, le Liban a été rattrapé, enveloppé, kidnappé par la crise du Proche-Orient. La Palestine a été le grand tournant. Le grand tournant par lequel, d'abord, on n'a pas pu se dégager à cause de l'exode. On a essayé d'éviter les guerres. En 1948, on a été impliqué, mais on a eu quand même un bon armistice qui garantissait les frontières de 1923, donc celle établie entre la France et l'Angleterre, et qui nous maintenait un peu à l'écart de la crise. Mais on a été très vite rattrapé par, évidemment, d'abord les coups d'État arabes et cette tendance permanente à aller vers la guerre, à la perdre et à essayer d'en recoller les morceaux. Et ensuite, l'évolution, la naissance de la révolution palestinienne avec ses premiers succès et tous les avatars qu'elle a entraînés, dont celle du Liban. Et à mon avis, la fin de l'indépendance libanaise se situe un peu en 58, puis elle se maintient avec Fouad Chehab, même elle se rétablit avec Fouad Chehab, avec le respect relatif de Gamal Abdel Nasser pour un Liban dont il acceptait la politique étrangère et se mêlait de moins en moins de la politique intérieure, mais puis les choses ont tourné. Les Nassériens, les Palestiniens, tout le monde s'est mêlé. Mais c'était il y a On quand a même perdu. 50 Et à ans. l'accord du Caire, on a totalement On perdu. a tout perdu, on a fini de l'accord du Caire, on a fini des Palestiniens, mais on est passé après à une autre Ah oui, oui. occupation, une autre milice, le Hezbollah, Ah oui. l'occupation syrienne, la tutelle irano-syrienne. Ben, Est-ce qu'on peut en on a sortir eu aujourd'hui? trois grandes hégémonies. On a eu euh, les invasions israéliennes, l'hégémonie palestinienne qui a provoqué les invasions israéliennes, et ensuite l'hégémonie syrienne, et enfin la mainmise iranienne sur la politique étrangère du pays, sa politique défensive qui n'existait plus, c'était celle de l'Iran, et sa politique intérieure aussi, puisqu'ils ont mis la main sur les institutions et jouant le jeu subtil de les armes contre la corruption. Aujourd'hui, l'Iran est assez affaibli, et le Hezbollah aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir, là, en Écoutez, je ne 2025-2026? vais pas reprendre la langue de bois, la situation reste critique. Mais elle a toujours été critique, avec des pics et avec des courbes descendantes. Mais je peux dire que, surtout après le coup d'État du Hezbollah, d'abord la série d'assassinats, le coup d'État du Hezbollah en 2008, les accords de Doha, totalement léonins, qui ont complètement neutralisé l'accord de Taïf, et la reddition des aounistes totale de Michel Aoun à cette hégémonie iranienne, son alliance ouverte et pas déguisée, mais ouverte avec le Hezbollah, et le laxisme de beaucoup des nôtres que ça a arrangé pour un poste, pour un siège de ministre, de premier ministre, pour un contrat, etc. Et finalement, ça nous a amené à l'enfer. L'enfer reconnu même par Aoun à l'époque. Et finalement, on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti. Euh, il y a des voies. On ne peut pas dire que, bon,
tout est impénétrable. Non, il y a des voies de sortie. On peut remonter, si vous voulez, ce gouffre, mais ça implique... Comment nous sommes encore dans le gouffre? Comment remonter ce gouffre? Il faut d'abord une prise de conscience. Il y a de bien meilleures intentions au pouvoir depuis l'avènement de Joseph Aoun, la création ou la naissance du gouvernement Nawaf, Salam, avec le complet retournement des équilibres de force, et même à l'Assemblée. Il y a eu une sorte de majorité virtuelle qui s'est créée et qui a amené au pouvoir Joseph Aoun, avec plus ou moins de conviction. Mais pour que ça arrive, il a fallu plus que moins de conviction. Et depuis, comment on avance? Et depuis, c'est là où j'ai peut-être des remarques à faire. C'est-à-dire que le pouvoir a de bonnes intentions, mais manque d'imagination et d'initiative. Pour moi, il y a une dynamique qui se perd et qu'il ne faut pas perdre, parce que dans tous les sexennats, comme dans toutes les périodes gouvernementales, il y a des périodes de grâce. Et ces périodes de grâce disparaissent très vite. Est-ce qu'on parle du désarmement du Hezbollah dans ce dossier? Oui, on parle d'un tournant, c'est-à-dire de prendre acte de ce qui s'est passé dans le monde, dans la région et au Liban, d'en prendre acte et d'agir en conséquence. Je n'appelle pas à la guerre civile. Je sais que l'État, depuis le président, au gouvernement, à l'armée, etc., tout ce qui constitue les institutions, et peut-être ne veut pas et ne peut pas retirer les armes par la force. Mais il faut une conjonction de pression, et pas seulement laisser à Israël le soin de faire le travail. Nous ne sommes pas les complices d'Israël dans cette opération. Il faut que nous reprenions... Mais qui pourrait faire ça? Si vous dites qu'aujourd'hui l'État... L'État doit lancer 3 dynamiques immédiates. Une, sur le plan international. On est présent, mais pas assez. Il faut que vraiment on parle avec conviction de négociations qui soient au niveau de ce qui se passe au Proche-Orient, au moins au niveau de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire en insistant sur les 2 États, sur les résolutions de Beyrouth, mais pas avec cette timidité qui dit on envoie un demi-diplomate, un quart d'officier, etc., aux négociations. Non. Même en 1949, on avait envoyé le chef d'état-major et on avait envoyé un haut responsable des affaires étrangères c'était mon père qui était là. Et donc il y a eu la signature de l'état-major et il y a eu le paraphe politique des affaires étrangères. Et donc on a pu s'en sortir. La première chose à faire, c'est aller discuter, négocier. Absolument. Pour trouver Et sans ces histoires, on y va pas, on a peur du discours de Naïm Qassem. Non, on y va. On y va, mais entre-temps, on prend l'initiative de discuter sérieusement avec le Hezbollah. Parce qu'il faut que le Hezbollah, et moi je ne prends pas le Hezbollah seul, je me dis il faut rassurer la communauté chiite que donner les armes, ce n'est pas du tout une reddition face à Israël. C'est un legs à l'État libanais. C'est pas au contraire, c'est se mettre à l'abri de l'agression israélienne et de rentrer dans cet abri qui n'est pas les grottes et les souterrains. Mais le Hezbollah qui a été créé, ça fait déjà 40 ans, 43 ans qu'on a une milice qui après s'est transformée en parti politique. Et encore, est-ce qu'aujourd'hui le Hezbollah peut se transformer vraiment et se soumettre à l'autorité de l'État? Écoutez, le temps des milices est fini. Il était déjà fini, n'était l'occupation israélienne, n'était l'hégémonie syrienne, n'était le passage de l'Iran à l'offensive générale sur le reste du Proche-Orient après le coup américain raté
qui a ouvert les vannes du Proche-Orient à l'Iran, en Irak et à Bagdad même, sans du tout, je ne fais pas une amnistie sur Saddam Hussein, mais je dis qu'on a ouvert les portes du Proche-Orient arabe à une nouvelle invasion perse, comme à l'époque de Xérès ou Cyrus, etc. Bon. Et aujourd'hui, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas un pendant arabe. À l'époque, il y avait les pharaons, il y avait l'Égypte. Alors, on était entre deux empires. Il y avait l'Occident avec les Grecs puis les Romains. Mais là, il y a eu un moment de rupture d'équilibre total. Et c'est Israël qui s'est engouffré dans cette brèche, laissée ouverte par les Américains et par les Russes aussi. Les Russes qui ont soutenu contre tout raisonnement un régime criminel à Damas et dont nous avons, pas nous, mais une partie des Libanais a été complice en bombardant Alep, Homs, Hama, Damas, la Ghouta, le sud, en tuant des centaines de milliers de Syriens. On a participé à un crime organisé dans la région et maintenant il est temps de se rendre compte que le Hezbollah, dans sa formule ancienne, même peut-être dans son appellation ancienne, est fini. Ça ne peut plus être le parti de Dieu, ça ne peut plus être une milice, une armée à côté de l'armée de l'État. Mais il faut engager vraiment une négociation sérieuse. À partir de la négociation internationale pour trouver la paix au sud, le rétablissement de nos frontières, le départ des forces israéliennes, le retour des prisonniers, mais en même temps le désarmement de la milice. Parce que cette milice ne pèse pas seulement sur la paix du Proche-Orient décidée par les Américains, mais aussi sur la paix du Liban. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix au Liban tant que cette milice pèse surtout sur les institutions. Aujourd'hui, elle pèse même sur la loi électorale, elle pèse sur les réformes financières, elle pèse sur le budget, surtout sur toutes les petites et grandes réformes. Et là, il faut vraiment négocier avec le groupe chiite en leur disant « mais vous êtes là, vous êtes partie prenante au Liban, vous en faites partie, vous êtes surreprésenté à la Chambre, représenté au gouvernement, vous êtes présent dans l'armée, dans la justice, dans l'administration, vous êtes partout. Vous n'avez pas besoin vraiment d'un négoce sur qu'est-ce qu'on va vous donner en échange. Dans le temps, on parlait, il y a eu une idée française puisée à Téhéran par M. Kousseran à l'époque. La division par trois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si le Hezbollah continue, ça fait quand même un an. Ça fait un an qu'on dit que le Hezbollah doit être désarmé. Le cessez-le-feu, le 27 novembre, ça fera un an qu'on est officiellement au cessez-le-feu. On continue à voir un Hezbollah qui refuse de rendre ses armes. Le Hezbollah, après des moments où il accepte de parler avec l'État, des moments où il va à l'encontre des décisions de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pour ça que je dis que l'État doit avoir plus de suite dans les idées. Je ne discute pas du tout les bonnes intentions, ni du président, ni du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, suite dans les idées? Ça veut dire, alors, les bonnes intentions, ils veulent le désarmement du Hezbollah. Et ils savent que sans ce désarmement, il n'y a pas de retour à l'État libanais, à l'armée libanaise comme force armée unifiée, au retour de nos frontières internationales reconnues, réalignées avec la Syrie, ce qu'étaient leurs frontières historiques, et rétablir les frontières de l'armistice de 1949 avec le Sud. Mais je dis, il faut de la suite dans les idées, il faut aller et dire aux Américains, aux Français, aux Séoudiens, aux Qatariotes, à tous ceux qui s'occupent, nous allons à la négociation. Oui, aller à la négociation, mais entre-temps, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le Hezbollah refuse, est-ce qu'ils vont envoyer l'armée, récupérer les dépôts? Il faut amener le Hezbollah et discuter. Peut-être faudra-t-il faire un déguisement qui soit
très provisoire, leur dire venez, vous voulez discuter de politique défensive, venez. Il n'y a pas de politique défensive avec vous. Parce qu'avec vous, la Mais c'est ce politique. qui s'est passé pendant l'étape de dialogue en 2000 sous Lahoud et sous Michel Oui, oui. Sleiman. Maintenant, On ne parle pas, on maintenant parle, il faut et aller c'était une perte de temps. plus au sérieux. Lahoud devait son mandat aux Syriens et aux Iraniens. Michel Sleiman le devait aux accords de Doha, qui était une reddition face au Hezbollah suite à leur coup d'État de 2008. Donc aujourd'hui, Joseph Aoun pourrait dire bien, on discute, politique défensive. Il doit. Évidemment, il doit éviter la guerre civile. Mais moi, je pense que les éléments de la guerre civile qui existaient au moment où l'armée a pris fait et cause contre les milices chrétiennes, Harb el-Elgha, contre les milices druzes, Harb el-Jabal, contre les milices chiites, la bataille de Dahiya, le bombardement de Dahiya, tout ça, l'armée doit rester neutre mais agissante, c'est-à-dire qu'elle doit montrer. Donc pas neutre comme en 2008 où elle a laissé faire. Non, ni neutre, ni neutre. Moi, je n'ai pas gobé, j'utilise ce terme cru, la reculade entre le 5 août et le 5 septembre du Conseil des ministres. Et là, politiquement, il y a eu un recul qui a beaucoup affecté, à mon avis, la crédibilité de l'État libanais, du sommet à la base. Et c'est ici où on doit revenir en disant, nous avons établi des délais, ces délais doivent être respectés. Bon, maintenant on a dit, fin décembre, c'est le sud du Litani totalement. Et ensuite, ils ont commencé à rechanger, oui, non, oui, on ne transporte pas, mais on peut garder. Non, ça si. Aujourd'hui, on doit venir discuter avec eux une politique défensive. Il faut qu'ils sentent que leur dignité est préservée. C'est pas une surrender without conditions devant l'Israélien. C'est essayer de trouver, comme vous l'avez dit, donner déguisement. au Liban les raisons et les possibilités de vivre, et eux de continuer à vivre au Liban et dans le Liban. Et là, comme nous avons donné tous nos armes, les forces libanaises ont donné leurs armes, le PSP a donné ses armes, Amal a donné ses armes, on en a payé le prix. Souvent, la milice de Hezbollah a fait payer à Amal par des milliers de morts. Souvent, l'armée de Aoun a fait payer aux forces libanaises aussi. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de que chacun garde sa dignité et se préserve. Donc on parle aujourd'hui d'essayer d'avoir dans l'État libanais. Un pays coexistant. Et c'est là qui me permet d'arriver à la dernière question qui, dans quelques jours, le Liban accueille le pape. On a déjà eu donc une visite historique avec Jean-Paul II qui parlait de ce Liban message et c'est ce qu'on essaie de trouver aujourd'hui. On a ce nouveau pape, c'est une visite historique, première visite d'État en dehors de l'Italie. Quoi attendre de cette visite et du pape et ce que les Libanais aussi peuvent ressentir à cette visite? Écoutez, le pape, vous avez vu plusieurs visites de pape. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? J'ai assisté à toutes les visites. J'ai été à la messe de Jean-Paul II, dans ce million et demi de gens qui étaient réunis au port. Bon, c'était Jean-Paul II, il était déjà saint, avant d'être saint, sanctifié. J'ai assisté à la visite du pape chez le président Sleiman, le pape Benoît VII, ses discours. J'ai suivi l'exhortation apostolique tout au long de ma vie politique. Elle est à la base de la réconciliation de la montagne, à la base de la poursuite de cette politique qui fait qu'au Chouf, à Alais, etc., les gens vivent très bien ensemble. Mais le pape, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage au-dessus des personnages. Donc d'abord, il faut que le Liban le reçoive vraiment hors de l'aventurisme. Et je sais que la visite du pape va nous donner peut-être une trêve papale. C'est-à-dire, j'espère que à Jérusalem et Tel Aviv, on va quand même respecter cette semaine. J'espère qu'ici,
je vois déjà les prémices de cela, de non-riposte. Et j'espère que l'État libanais va le recevoir dans un esprit, d'abord, comment dire, l'esprit de la messe, qu'il va prendre, qu'il va prendre la communion auprès du pape, mais une communion qui veut dire je reste déterminé à rétablir le Liban, puisque le Liban est vraiment la traduction de ce qu'est le message papal au monde, ce fameux laboratoire, cette fameuse expérience, le fait qu'on va consacrer Mar Sherbel maintenant comme un lieu internationalement reconnu sur le plan religieux. Tout ceci doit On ne peut peser. attendre que des bonnes J'espère choses. que le président, j'ai vu dans les préparatifs, lui, sa femme, Nawaf, tout le monde, j'espère que le président Berri s'inspire un peu de cet esprit, comme dans le temps parfois il le faisait, et qu'il sorte de cette emprise totale du Hezbollah, qu'il dise pour une fois à Naïm Hassim, non, ça ne peut plus continuer. Laissez-moi négocier à travers la négociation, à travers votre retour à l'État, le retour de vos armes à l'armée, avec toute la dignité que vous... Nous avons rendu nos armes à l'armée, on ne s'est pas senti lâcher. Les forces libanaises, j'ai vu défiler, j'étais ministre. Merci beaucoup, le temps nous Bon, presse. Merci c'est beaucoup. ça mon appel. Marwan Ahmed, merci beaucoup donc pour ce message d'essayer d'avoir de la paix et une coexistence de toutes les communautés dans la dignité. Merci beaucoup Marwan Ahmed d'avoir été notre invité et merci à vous de continuer à nous suivre toujours plus sur notre site web www.icbeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.